Sur cette question, les alertes se multiplient. On a eu la BRI, la Banque des règlements internationaux, le FMI, encore Jean-Claude Trichet qui était sur ce plateau il y a cela quelques jours. La dette mondiale est à son plus haut historique. Ce n'est pas un scoop, mais Standard & Poor's vient d'en rajouter une petite louche, une petite couche dans sa dernière étude. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Duval, donc éditorialiste au magazine Alternative économique. On a eu beaucoup d'institutions. Encore une fois, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de scoop, mais voilà, quand même beaucoup d'institutions, des experts très sérieux qui nous rappellent que la dette mondiale, publique plus privée, n'a jamais été aussi élevée. On est bien plus élevé qu'il y a 10 ans au moment de la crise financière. On est même 50% au-dessus. Et j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. Non mais c'est vrai, tout le monde s'en fout parce que les taux sont bas, donc j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, eh ben il n'y a pas de sujet. Non mais c'est vrai. C'est ce que j'allais vous répondre, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet. On voit sur la dette de l'État français que le service de la dette est en baisse année après année. Donc du fait, effectivement, enfin, d'une part, les taux d'intérêt très bas, les politiques monétaires sont à l'origine de ce gonflement. C'était ça l'objectif et il a été atteint. Ouais. Et d'autre part, on a résolu la crise de la dette, pour partie de la dette, en rajoutant de la dette quand même. C'est effectivement ce qui s'est passé. Ça peut faire réfléchir. Alors après, il faut voir de manière différenciée. Hein. C'est-à-dire que les ménages des pays développés, les ménages européens dans l'ensemble, se sont plutôt désendettés. Les entreprises, c'est surtout en Chine qu'elles se sont beaucoup endettées dans la période récente. En France aussi, on va y venir certainement. Mais c'est pas généralisé. Au niveau des États, c'est beaucoup quand même l'État américain qui s'est beaucoup endetté. Donc il y a des situations qui sont malgré tout différenciées. On va nuancer, on va prendre le temps de différencier effectivement les ménages, les entreprises, les États, mais encore une fois, cette montagne de dette, elle est là. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer un truc colossal en termes de dette qui un jour, potentiellement, aujourd'hui on ne voit rien, l'État français s'endette à 60 points de base, 0,6% à 10 ans, enfin imaginez que c'est que dalle, ça risque pas un jour quand même de nous péter la figure ce truc-là. Potentiellement. Les dettes sont les créances, enfin les dettes des uns sont les créances des autres. Jacques Delarosière, pardon je vous coupe, oui c'est Jacques Delarosière. Oui bien sûr. Ce type-là, il a été président de gouverneur de la Banque de France, il a été au FMI. Ouais. Il m'a dit un truc, le type il a 90 ans, il a vu toutes les crises depuis, il m'a dit le point commun à toutes ces crises que j'ai vues depuis les années 50, c'est quoi? C'est la dette. Bien sûr. Voilà. Mais la dette, c'est à la base du système capitaliste, c'est le fait qu'on dépend tous les uns des autres et que pour financer l'activité économique, il y a besoin de prendre des paris sur le futur. Et c'est un des progrès immenses du capitalisme d'avoir réussi justement à faire monter les dettes. Hein. Si on était dans des économies où il n'y avait pas de dette, où on essayait toujours d'être, comme les Allemands le veulent à l'heure actuelle à l'échelle européenne, où on essaye toujours de minimiser les dettes, il n'y aurait pas non plus de grands projets pour l'avenir. Mais il y a un risque quand même, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, ça dépend ce qu'on en fait de cette dette. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend aussi comment les acteurs qui donnent des crédits contrôlent, surveillent le sérieux des gens auxquels ils accordent des crédits. Aujourd'hui, on peut avoir des soucis, effectivement, du côté de la Chine en particulier. Il y a une montée très spectaculaire des dettes des entreprises chinoises. Il y a une montée spectaculaire aussi des dettes des collectivités territoriales chinoises. Donc, ce que dit Standard & Poor's, c'est que oui, il y a des risques, mais les Chinois sont capables de les maîtriser et d'autre part, ce sont des dettes essentiellement domestiques. Je ne sais pas le dire, mais c'est vrai que ces organismes nous disaient aussi qu'en 2008, il n'y avait pas de problème. Hein, donc, chat échaudé, craint de froide désormais. Mais on se dit peut-être qu'il y a quand même un danger potentiel quand on voit comment les banques centrales aujourd'hui sont gênées. Encore une fois, la Fed nous a fait quoi? Une demi-normalisation de sa politique monétaire. Quand on compare par rapport aux normalisations passées, elle a fait le tiers ou la moitié du chemin et elle nous dit en gros c'est stop parce qu'elle sait peut-être, elle sait sûrement que l'économie américaine ne supporterait pas des taux d'intérêt plus élevés. La BCE, qu'est-ce qu'elle nous dit il y a une semaine? Elle n'a même pas encore commencé son relèvement monétaire, qu'elle nous dit en gros, donne le sentiment de caler un peu devant l'obstacle. Oui, mais enfin, ça prouve derrière que parce qu'il y a des montagnes de dettes et qui sont solvabilité des États, peut-être des entreprises, et donc il y a quand même un sujet qu'on n'a peut-être pas envie de voir aujourd'hui, parce que c'est vrai que les taux sont bas. Oui, enfin, il y a un sujet, mais le sujet, c'est surtout que l'idée que les politiques monétaires des banques centrales pouvaient être réversibles et qu'on allait revenir à l'état antérieur, pour ma part, en tout cas, je n'y ai jamais cru.
Parce que Pourtant, ça voulait c'est le sens dire de l'histoire. ça voulait Historiquement, les politiques monétaires, quand on regarde les courbes de taux, il y a toujours eu des baisses, hein, Oui, mais et puis ça remonte, sur les parce qu'il y avait courbes des de taux, cycles. sur les Il y avait courbes des de cycles taux, c'est une économiques. chose. La question concerne le bilan des banques centrales. Est-ce qu'elles sont capables, après être montées comme la BCE à 40% du PIB de la zone euro, en Bien termes de plus bilan, d'ailleurs que les Américains. bien plus que les Américains, est-ce qu'elles sont capables de revenir à l'état antérieur où c'était moins de 10%? Ça, je n'y ai jamais cru un instant, parce que ça voudrait dire qu'elles mènent une politique extrêmement restrictive pendant une période très importante à des niveaux majeurs. Elles avaient peut-être l'intention de le faire, mais j'ai jamais cru que ça pourrait se produire. Donc je pense que les politiques monétaires des banques centrales sont irréversibles d'une certaine manière. Elles ont cranté quelque chose. Mais ça, c'est sur le papier, ça, c'est en théorie. C'est-à-dire que, quelque part, avec cette montagne de dettes, les banques centrales sont condamnées à piloter, à administrer, les taux courts, c'est déjà fait, mais toute la partie longue de la courbe, 10 ans ou autre, pour éviter un drame financier. Parce qu'on sait que si les taux d'intérêt à 10 ans aujourd'hui, qui sont à moins de 50 points de base, ou on est quoi, à 2,50, 2,60 aux États-Unis sur le 10 ans, si on passe à 4 ou 5, mais c'est un bain de sang. Vous le savez, ça. Absolument. Donc, elles ont cette contrainte-là d'administrer les taux d'intérêt de marché ad vitam aeternam. Gageons qu'elles réussissent, souhaitons qu'elles réussissent. Oui, mais d'un certain côté, si vous voulez, les chiffres là, tels qu'ils sont donnés par Standard & Poor's, sont faux. C'est-à-dire que quand la BCE a aujourd'hui sur son bilan 40% du PIB de la zone euro, ça signifie qu'en fait, l'endettement au sein de la zone euro est inférieur de 40% à ce que donnent les chiffres de la BCE. Ça veut dire que, de la BCE, de Standard & Poor's, ça veut dire qu'en fait, des dettes qui sont sur le bilan de la BCE, ce sont des dettes qui ont été socialisées, mutualisées, qui n'existent plus. Donc, on n'a pas pris la décision. C'est une façon, sans le dire, de... C'est une façon, sans le dire, d'organiser le désendettement de manière relativement indolore, de mutualiser les dettes au niveau des banques et de les inscrire sur les bilans des banques centrales. Pourtant, les débiteurs devront bien rembourser. Pour l'instant, ils doivent rembourser les intérêts, le capital, etc., etc. Oui, mais c'est une manière quand même... Au niveau des États, surtout. Au niveau des dettes publiques, surtout. Oui, mais justement, la nouveauté des politiques monétaires ces dernières années, c'est qu'elles ont aussi accumulé beaucoup de dettes privées, malgré tout, et racheté des obligations. Mais effectivement, la situation est quand même dangereuse, en particulier en ce qui concerne les entreprises françaises. Donc, il y a un sujet, c'est vrai que, et d'ailleurs Standard & Poor's en parle, on est à un niveau record en termes de dette sur les entreprises françaises, là où tendanciellement, quand on regarde ce qui se passe chez nos copains européens, il y a plutôt une décrue des dettes des entreprises. En même temps, on se dit que, je vais aller dans votre sens, si la dette n'est pas chère et qu'il y a des bons investissements qui sont faits, c'est vertueux. Après ça, la question, c'est de savoir. Mais ce que nous dit, au-delà de la France, Standard & Poor's, c'est qu'il y a de plus en plus de dettes d'entreprises, mais qu'en parallèle, il y a une dégradation de la qualité du crédit. Là, je ne parle plus de la France, parce que c'est au global. C'est-à-dire qu'il y a plus de dettes et des boîtes qui sont moins bien, qui sont plus fragiles financièrement, qui ont accès à de la dette. Là, on se dit que le jour où il y a une récession, on verra bien ceux qui sont capables de rembourser, et ça peut faire mal. Donc il y a beaucoup d'épargne, il y a beaucoup de liquidités du fait en particulier des politiques des banques centrales, et effectivement les gens deviennent moins regardants sur les acteurs auxquels ils prêtent de l'argent. Parce qu'ils veulent du rendement, parce que les investisseurs veulent du rendement, et qui sont prêts à aller choper des boîtes qui sont plus fragiles, qui ont une structure financière plus déséquilibrée, pour choper du rendement. C'est l'avidité, c'est du rendement. C'est humain, mais c'est effectivement un risque sérieux que souligne Standard & Poor's. Alors Standard & Poor's souligne parallèlement que l'effet de levier des banques a diminué globalement. C'est beaucoup plus vrai aux États-Unis qu'en Europe, mais que de ce fait, ils estiment que les risques de contagion sont moindres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Mais c'est vrai que les canaux de contagion, on ne les connaît pas forcément très bien à l'avance. On découvre après coup que tel ou tel produit a été capable de menacer l'ensemble de la stabilité financière mondiale. On aimerait bien être sûr qu'on y voit plus clair aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais. Donc à vous écouter, si on résume un peu, j'essaie de résumer, on a 50% de dette de plus qu'il y a 10 ans au moment de la crise financière. Pas de problème, les taux sont bas. Et pour vous, vous faites le pari quelque part que les banques centrales vont réussir à contrôler et à garder ad vitam aeternam des taux bas. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe si l'inflation revient, si le pétrole est à $200, ça créera des conflits dans leurs objectifs. On n'est pas si sûr que, voilà, toujours se dire les banques centrales sont derrière en dernier recours, elles vont tout bien gérer. C'est un pari aussi, ça, non? C'est un pari, c'est le pari de toutes nos sociétés. Simplement, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il est normal que sur le long terme,
le poids de l'endettement par rapport au PIB est plutôt tendance à augmenter dans des sociétés où l'interdépendance économique s'accroît, dans les sociétés dans un monde où l'interdépendance économique s'accroît. Après, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que... Je vois pas le rapport entre l'interdépendance économique et le fait qu'il y ait plus d'endettement. Il y a plus de rapport entre les acteurs économiques, donc ils se prêtent aussi plus pour permettre des projets économiques de se développer, etc., etc. Je pense que c'est une tendance de long terme et que cette tendance est normale. Au-delà de ça, ce qu'on constate, c'est que ça se passe quand même avec des vagues et très, très poussées, et qu'il y a toujours des moments où les gens exagèrent, en particulier ne sont pas assez regardants sur la qualité des acteurs auxquels ils prêtent. Donc là, aujourd'hui, on a renforcé les critères prudentiels pour les banques, pour les acteurs financiers, et il semblerait, d'après Standard & Poor's, que pour eux, le danger soit plutôt moindre aujourd'hui qu'il y a 10 ans parce que leur effet de levier est moindre. Mais il y a certainement d'autres acteurs, donc tout le shadow banking, qui aujourd'hui ont pris des risques très importants et qui risquent de menacer la stabilité financière mondiale demain. Donc, si on résumait, moins de dettes au niveau des ménages dans le monde, plus de dettes en Chine, ça évidemment on le sait. Quels sont les pays, ou si on devait résumer 2-3 pays qui vraiment sont en zone rouge en termes de dette globale? Zone rouge, je ne sais pas, mais la dette publique aux États-Unis s'accroît très fortement. Enfin, c'est accru très fortement jusque-là. 110% du PIB, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc jusque-là, tout le monde a considéré que ce n'était pas un problème, mais il y a peut-être un moment où ça le deviendra quand même. Les dettes privées sont très importantes en Chine et les dettes publiques le deviennent également. Donc Standard & Poor's continue à considérer que les Chinois peuvent maîtriser la chose, mais... il y a aussi des questions sociales et politiques qui sont sans doute compliquées derrière. Pour ce qui concerne l'Europe, le désendettement a été plutôt marqué tant au niveau des États, on n'est pas du tout dans une situation analogue à celle des États-Unis sur le plan de la hausse de la dette. Sur le plan la France est un cas à part. Comme souvent. Sur le plan des entreprises, c'est la même chose, et sur le plan des ménages aussi. Donc, derrière la France, c'est peut-être, on finit là-dessus, le pays le plus problématique en termes de dette en zone euro, ou ça a le plus augmenté au global? Le plus problématique, je ne sais pas. Je pense on est aussi le plus normal, je pense, c'est-à-dire ceux qui, heureusement, continuent à consommer, à investir, au lieu de se serrer bêtement la ceinture et d'avoir des excédents extérieurs dont ils ne font rien. Les Allemands. La grande illusion de la dette, on ne sait pas. Par contre, ce qui est la couverture, on la voit, la couverture d'Alternative économique du mois de mars. Start-up, la grande illusion. Oui, donc on a voulu revenir sur la Start-up Nation et puis en même temps sur Pourquoi la grande illusion ? Sur ce qui se passe au sein des entreprises. Donc c'était à la fois pour dire que les start-up, en tout cas telles qu'elles se développent en France, n'ont pas beaucoup de chances de devenir le Facebook, le Google, parce qu'il y a des problèmes derrière de croissance en particulier. Et d'autre part, c'était une illusion aussi sur l'aspect management, donc de dire que ça a l'air gentil comme ça, mais que c'est souvent assez difficile à vivre au sein des start-up. Il y a une table de ping-pong si on a envie de jouer ou faire un dodo, mais que derrière... Oui, derrière, il faut quand même beaucoup bosser, et que c'est souvent un peu difficile, et il y a beaucoup de chances que ça se casse la figure aussi. Voilà, c'est à lire évidemment, là en l'enquête du mois, Start-up, la grande illusion, dans le magazine Alternative économique. Merci Guillaume Duval. Merci.